11 heures, donc je vous propose donc de faire quelques présentations sur cette loi Pacte qui a beaucoup fait parler d'elle. Donc loi Pacte, pour rappel, cela signifie donc plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, mais on va essentiellement s'attarder sur les impacts que cette loi aura sur l'épargne salariale et l'épargne retraite plus globalement. Voilà, donc je rappelle pour autant que les objectifs sont quand même tournés vers les entreprises, donc simplifier la création des entreprises. Sur ce point, l'objectif, il est assez fort, c'est de permettre qu'il soit possible de créer une entreprise en quelques clics. Donc c'est le fameux guichet unique qui a été abondamment commenté dans les médias, et puis une tarification forfaitaire qui simplifiera la démarche. Simplifier la vie des entreprises, là c'est plutôt sur l'aspect des seuils qui sont assez, j'emploierai pas le terme de délirant, mais qui sont quand même nombreux lorsque l'on dirige une entreprise. À partir de 10 salariés, vous devez cotiser pour la formation professionnelle. À partir de 11, vous devez avoir un représentant du personnel, etc., etc. À partir de 20, règlement intérieur. Enfin bon, c'est assez touffu en la matière. Et donc là, le gouvernement a pris des mesures assez radicales, puisque vous n'aurez plus que 3 seuils, 11, entre 11 salariés, 50 salariés et 250 salariés. Donc là, la simplification est assez effective. Dynamiser l'innovation en France, là c'est un point qui est peut-être encore plus brûlant d'actualité, puisque c'est dans ce cadre-là que doit être cédée la participation de l'État, notamment dans le groupe Aéroports de Paris, la Française des Jeux notamment. Et donc le bénéfice de cette cession doit permettre d'alimenter un fonds pour l'innovation. Donc on est bien dans l'objectif de dynamiser l'innovation en France. Et redéfinir la raison d'être des entreprises. Là, on est plus sur des points de gouvernance, avec notamment l'objectif de faire rentrer dans les conseils d'administration des salariés. Voilà, donc ça c'est pour les points que j'aborderai moi aujourd'hui. Donc par contre, point 3 et point 5, évolution de l'épargne retraite et épargne salariale. Et puis récompenser le travail des salariés, on est bien dans l'épargne salariale. Donc là, vous le verrez dans le détail, on a beaucoup de mesures qui vont dans le sens là aussi d'une simplification, et puis d'un allègement des charges, de manière à ce que les entreprises exploitent encore plus largement le levier épargne salariale et plan de retraite. Voilà, d'un point de vue calendrier, on n'est pas synchro, mais en tous les cas, la loi a été votée tout récemment, le 11 avril. Il faut savoir que c'est un projet qui est donc porté par le gouvernement et qui avait été présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2018. Bon, ça a donné lieu, comme pour des lois aussi importantes, à quelques allers-retours. Donc on n'est pas encore passé à la moulinette du Conseil constitutionnel, et surtout on n'a pas les décrets d'application qui permettent d'avoir un effet réel dans l'économie. Donc sur ces décrets d'application, on a tout de même une sécurité, c'est que la loi prévoit qu'à compter du 1er janvier 2020, les décrets justement et les ordonnances soient entrés en vigueur pour ce qui concerne justement l'épargne retraite, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Voilà, donc l'épargne retraite, c'est effectivement le gros morceau. Déjà parce que sur le fond, cette retraite, elle est toujours aussi problématique, hein, et on verra en fin d'exposer que le ratio entre cotisants et retraités est toujours aussi mauvais. Et puis surtout, c'est quand même des fonds importants qui peuvent être fléchés, c'est bien l'objectif du gouvernement, hein, de flécher les dépôts et les investissements vers les entreprises intermédiaires et les PME. Donc c'est pour ça qu'il y aura un forfait minoré sur l'épargne retraite, à condition justement d'investir dans des fonds qui soient destinés au financement des PME.
Et puis également, le texte de loi prévoit que la gestion pilotée devienne le mode par défaut. Donc la gestion pilotée, c'est quoi? Plutôt que d'être à 100 sur un support euro, qui a effectivement l'avantage de donner une sécurité maximum, mais ne donne un rendement que basé sur des emprunts d'État. Et actuellement, les emprunts d'État, on est plutôt aux alentours de 0,70 pour un emprunt d'État français. Donc le texte de loi prévoit qu'on soit en gestion pilotée, c'est-à-dire que plus loin on sera de la retraite et plus le pourcentage des supports qui seront en unité de compte, c'est-à-dire qui permettront d'alimenter et de financer justement les entreprises, sera important. Donc quelqu'un qui sera à 20 ans de la retraite aura peut-être, les décrets d'application le diront, peut-être 25 ou 30% d'unités de compte, alors que quelqu'un qui sera à 5 ans de la retraite, on aura sécurisé le système et on sera à 100% en euros. Voilà ce qui se trame. Donc concrètement, il y a également un souci de simplification, puisque vous le voyez à l'écran, on a à l'heure actuelle au moins 2 dispositifs de retraite d'entreprise. Le plan d'épargne retraite, le PER, et puis le contrat article 39. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est 2 systèmes d'épargne collective. On a l'épargne salariale également, système collectif PE et PERCO, et on a des systèmes individuels, le PERP notamment, qui s'adresse à tout à chacun, et puis le contrat Madelin qui est réservé aux travailleurs, ce qu'on appelle les travailleurs non salariés. Donc dans cette case rentrent également les professions libérales, enfin toutes les personnes qui sont non salariées. Donc voilà, on a mis au-delà l'assurance vie, qui n'est pas vraiment un système de retraite en tant que tel, mais qui peut rendre de grands services. En tous les cas, donc l'objectif du gouvernement est bien d'uniformiser tout ceci en fusionnant, on le verra dans le slide suivant, en fusionnant donc les systèmes, et puis surtout en permettant donc que l'on puisse passer d'un système à l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes peut-être dans ce cas-là, et en tous les cas, j'en rencontre régulièrement. On peut avoir un ancien salarié qui a un contrat, enfin, qui a en tous les cas de l'épargne constituée sur un contrat PER, mais qui a désormais adopté un statut de non-salarié, et qui donc se retrouve avec 2 poches d'épargne qui sont complètement dissociées, et qui peut même, au fil du temps, complètement oublier, pour peu qu'il ait déménagé, qu'il ne reçoive plus les relevés de compte. Il peut très bien oublier l'épargne qui a été constituée via le système collectif d'entreprise. Donc, dans l'objectif du gouvernement, on pourra facilement rapatrier ce qui a été épargné sur un système vers un autre système, d'un système collectif à un système individuel, et inversement. Voilà, et vous verrez dans le détail que pour ça, il faudra respecter, en tous les cas, le dispositif a mis en place qu'il y ait une uniformisation de l'ensemble des dispositifs. Voilà, l'objectif, il est aussi pour le gouvernement de permettre une croissance rapide de la retraite supplémentaire, déjà pour effectivement faire face au manque que l'on aura inévitablement, enfin inévitablement. En tous les cas, à défaut d'entreprendre des réformes, il y a quand même un problème de cotisants par rapport au nombre de retraités. Donc, il faut essayer d'accélérer la montée en puissance de la capitalisation. Donc là, on a un objectif chiffré, puisque aujourd'hui, c'est à peu près 220 millions d'euros pour les systèmes de retraite par capitalisation. Et là, le gouvernement souhaiterait que l'on revienne autant que possible à la fin du quinquennat à 300 millions d'euros. Voilà, et puis développer donc l'investissement dans les actions pour les PME et la finance solidaire. Le projet de loi, c'est plus un projet, c'est une loi qui a été votée maintenant. Il donne comme obligation effectivement à l'ensemble des dispositifs de prévoir des fonds qui soient ce qu'on appelle d'investissement socialement responsable. Élargir le périmètre concurrentiel, là c'est plus un volet d'information à destination donc des épargnants, et on ira toujours plus loin dans l'information qui sera à la disposition des assurés et des épargnants, de manière à ce qu'ils puissent, si nécessaire, faire valoir leur faculté
de transfert vers éventuellement un contrat concurrent. Voilà, donc les principales mesures, elles sont là. Donc accroître le partage de la valeur grâce à l'intéressement et à la participation et dynamiser la croissance des salariés, ça va un peu de pair. Donc là, les incitations fiscales, elles sont très simples puisque, sur tout ce qui est, épargne salariale, il y aura purement et simplement la suppression du forfait social. Pour les entreprises de moins de 50, c'est une réalité totale, hein, qu'il s'agisse d'intéressement ou de participation. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a bien la suppression donc, du forfait social pour l'intéressement, pardon. Donc je précise, enfin, je confirme, hein, c'est bien pour l'intéressement que le forfait social de 20% est annulé. Par contre, il est maintenu pour la participation, puisque la participation, comme vous le savez, pour les entreprises de plus de 250 est un dispositif obligatoire. Voilà, donc en tous les cas, une incitation claire et nette à augmenter le nombre d'entreprises qui distribuent de l'intéressement ou de la participation, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est pour les entreprises, en tous les cas, qui sont de taille intermédiaire, en tous les cas de 50 salariés maximum, nous n'avons que 16% d'entreprises de cette taille qui mettent en place des systèmes d'intéressement ou de participation. Donc effectivement, il y a encore des entreprises à convaincre. Et puis favoriser l'épargne retraite en renforçant l'attractivité des produits. Donc, comme je le disais, on va avoir une simplification, c'est-à-dire que vous aurez les deux systèmes de retraite collective sont fondus dans ce qu'on appellera un PERCOL, sauf à ce que les décrets changent les noms, mais donc c'est ce qui est pour l'instant retenu. Et puis les deux systèmes individuels, c'est-à-dire le PERP et le MANDIN, donc seront dans ce qu'on appellera un PER 1, avec donc harmonisation de la fiscalité et généralisation de la portabilité d'un produit d'épargne à l'autre, hein. Qu'il s'agisse d'un contrat collectif ou non, hein, ça serait quand même beaucoup plus simple, puisque on pourra tout centraliser sur un seul dispositif, quelle que soit l'évolution de son activité professionnelle. Voilà, génération de la gestion raison, j'en ai dit 2 mots, hein. C'est-à-dire de mettre des unités de compte en part d'autant plus importante que l'on est éloigné de la sortie. Voilà, donc dans la convergence qui est recherchée, il y a également l'aspect fiscal. Et donc, quel que soit le contrat, encore une fois, dans les deux systèmes, PER 1 et PERCOL, cette convergence et cette facilité de passer de l'un à l'autre, elle sera accrue avec le fait que dans tous les cas de figure, on retrouvera donc trois compartiments. Un compartiment pour les versements volontaires du salarié, un compartiment pour les versements de l'employeur au titre de l'intéressement de la participation, donc c'est-à-dire l'épargne salariale, et un compartiment pour les cotisations obligatoires là, dans le cadre d'un contrat de retraite PER, par exemple, hein. Donc, et dans chaque contrat, donc chaque système, qu'il s'agisse de l'individuel ou du collectif, vous retrouverez donc ces trois compartiments avec des fiscalités donc, qui seront identiques, ce qui facilitera bien entendu le passage de l'un à l'autre. Et avec, pour à minima, donc les versements volontaires du salarié, la possibilité d'opter pour une sortie en capital, ça c'est un gros plus que la loi permettra. Donc pour ce qui est de l'harmonisation, on ira également jusqu'à harmoniser les cas de sortie anticipée. Bon, il s'agit de systèmes donc, qui sont destinés à prévoir des compléments au moment de la retraite, mais pour autant, les aléas de la vie font qu'on peut avoir besoin de récupérer de manière anticipée. Et donc, jusqu'à présent, les cas de sortie anticipés n'étaient pas homogènes entre les différents dispositifs. Donc là, on va renforcer le but recherché en harmonisant donc les cas de sortie anticipée, c'est-à-dire, à titre d'exemple, l'achat de la résidence principale ou des cas d'invalidité ou de décès du conjoint.
Donc voilà, toujours dans cet aspect favoriser la portabilité entre les dispositifs, donc par compartiment, donc on pourra passer de l'un à l'autre, qu'il s'agisse d'individuel ou collectif, quand? À tout moment, hein, et ce sera bien à la demande de l'épargnant, hein. Alors, la seule exception sera quand même sur le PER, le contrat d'épargne collective, qui sera rapatrié dans le PERCOL. Pourquoi? Parce que c'est un contrat à adhésion obligatoire et que tant qu'on est cadre, par exemple, dans l'entreprise qui abonde le système, on ne pourra pas en sortir. Mais si on quitte l'entreprise ou si l'entreprise, par malheur, devait défaillir, là, bien entendu, on retrouvera la liberté avec la possibilité donc d'investir sur un PER 1, par exemple, si vous m'avez bien suivi, hein. Voilà, il y a déjà des frais de transfert qui sont prévus, donc, mais qui seront plafonnés à 1%. Et puis également, le dispositif prévoit que ces frais soient purement et simplement annulés dès lors que le contrat aura plus de 5 ans. Donc sur le volet épargne salariale, là, donc, le point important, c'est de noter que c'est d'ores et déjà effectif, hein. C'est-à-dire que la loi n'a été votée que le 11 avril, mais ça, c'est un dispositif qui avait été voté en avance dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Et donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a purement et simplement donc la suppression du forfait social pour les entreprises de 50 salariés, donc quel que soit le dispositif mis en place, c'est-à-dire intéressement ou participation. Et pour les entreprises de 250 salariés, suppression également du forfait social sur l'intéressement. Il est maintenu uniquement sur la participation, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, est un dispositif obligatoire pour les entreprises de plus de 250. Alors, vous l'avez peut-être noté sur le slide, j'évoquais tout à l'heure le fait que seulement 16% des entreprises de moins de 50 salariés ont un dispositif de participation ou d'intéressement. Donc, à noter, donc, cette participation deviendra obligatoire dès lors qu'une entreprise aura dépassé le seuil de 50 salariés pendant au moins 5 années consécutives, hein. Donc là, on va vers un élargissement donc, du système de manière un peu plus coercitive. Voilà, donc en tous les cas, pour l'entreprise, donc on aura plusieurs points qui vont simplifier justement la mise en place de cette épargne salariale. C'est-à-dire qu'il ne sera plus nécessaire d'avoir souscrit au préalable un PE pour mettre en place un PERCO, hein, le PERCO étant le dispositif purement retraite. Si on a mis en place un accord d'intéressement, le point positif, c'est que s'il y a des évolutions d'un point de vue juridique de type fusion ou acquisition, mais l'entreprise n'aura pas à revalider son accord d'intéressement. Donc il y aura des accords clés en main qui seront également disponibles. Et puis ça, c'est la grosse nouveauté. On aura la possibilité pour l'entreprise donc d'attribuer unilatéralement un abondement qui bien entendu, ça peut paraître logique en tous les cas, il sera uniforme pour tous les salariés, donc avec un forfait qui sera minoré, hein, qui passera à 10% au lieu de 20 sur cet abondement spécifique, hein, si on est sur un dispositif qui permet d'alimenter justement les plans d'investissement d'entreprises de taille intermédiaire. L'objectif étant toujours de flécher ces versements sur le financement des entreprises. Voilà, donc ça c'était donc pour l'essentiel des dispositifs qui permettent de simplifier, de populariser, d'inciter en tous les cas les entreprises au maximum, donc mettre en place ces systèmes soit d'intéressement, participation ou soit d'épargne retraite. Parallèlement, il y a également donc des mesures qui sont périphériques, mais qui concernent également tout ce qui est épargne, hein, donc notamment la possibilité de
pouvoir transférer au sein d'une même compagnie un contrat d'assurance vie. Alors vous connaissiez peut-être le dispositif Fourgousse qui vous permettait donc de passer d'un contrat monosupport vers un contrat multi-support en conservant donc la date d'origine, qui est importante fiscalement parlant. Donc là, on aura également cette possibilité, mais sans passer forcément donc d'un monosupport à un multi-support. On pourra passer d'un multi-support X vers un multi-support Y, à condition de rester dans la même compagnie. Bon, ça peut être intéressant pour des compagnies qui quelquefois ont tendance à plutôt mettre l'accent, en tous les cas, tout leur savoir-faire sur tous les intérêts, pour parler très clairement, sur le nouveau contrat, et quelquefois délaisser un peu les anciens. Bon, voilà. Donc là, sur notamment des compagnies qui ont une multitude de contrats, et ils ne sont pas tous du même niveau, donc on pourra transférer de l'un à l'autre pour aller sur le support qui est le plus intéressant, le contrat le plus intéressant. Donc on pourra également piocher dans son contrat d'assurance vie pour alimenter un plan d'épargne retraite entreprise. Donc ça, c'est également une nouveauté intéressante. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, si vous retirez sur un contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans, vous êtes en fonction de votre situation matrimoniale exonéré d'impôts si vous faites un retrait dans lequel il y a moins de 4 600 € ou 9 200 pour un couple d'intérêt. Bien là, la loi va vous permettre de à nouveau rajouter ce même niveau d'exonération d'impôts si le retrait est effectué pour alimenter un plan d'épargne entreprise, et avec la possibilité donc de déduire cette somme de votre base imposable. Donc ça, c'est vraiment un vrai atout. On voit bien l'objectif. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que l'objectif du gouvernement était de passer de 220 millions à 300 millions. Bon, on voit bien qu'avec ce genre de mesures, l'objectif recherché est susceptible d'être atteint. En tous les cas, c'est une mesure qui est de nature à aider à l'atteindre. Donc intégration de support en unité de compte relevant de la finance verte, donc c'est-à-dire investissement socialement responsable, donc ou investissement solidaire. Donc comme toutes les compagnies, la SMAVI a désormais des fonds qui relèvent de qui ont ce label, et même d'autres d'ailleurs, qui vont dans le même esprit d'investissement solidaire et responsable, socialement responsable ou solidaire. Donc voilà pour les différentes évolutions que prépare la loi PAC. Alors encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, je suis resté uniquement sur les incidences de la loi PAC sur la partie retraite et épargne salariale. Donc globalement, pourquoi c'est important? Parce que la retraite reste une priorité, et comme vous le voyez à l'écran, le ratio cotisant par rapport aux retraités est toujours médiocre, puisqu'on est loin des 3,14 cotisants pour un retraité, qui était le cas en 1975. Donc aujourd'hui, si on se place en 2020, on est plutôt à 1,65 cotisants pour un retraité, et on va même aller plutôt vers 1,35 cotisants si on se projette vers 2060. Donc c'est bien entendu un sujet qui est toujours important et qu'il faut anticiper. Donc la SMAVI est bien entendu armée pour ce faire, et donc les dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, Madelin, PERP, PER, article 39, bien entendu, tout ça est maîtrisé par la SMAVI, mais d'un point de vue purement financier, donc je souhaitais juste mettre en avant le fait que la SMA détient une société à 100% qui s'appelle SMA Gestion, donc qui est une filiale à 100% du groupe et qui gère l'ensemble des actifs du groupe et des actifs que nos sociétaires veulent bien nous confier. Donc ça représente quand même 20 milliards d'euros. Et donc l'expertise de SMA Gestion, elle est surtout là où elle est la plus reconnue, c'est sur les fonds de la zone euro, puisqu'on ne peut pas être un expert en tout, et donc on a des partenaires sur d'autres zones du globe, mais en tous les cas sur la zone euro, on a développé une expertise dont nous sommes
très fiers, hein, n'ayons pas peur des mots et surtout, reconnus, par des organismes, indépendants, hein. Donc on a reçu, alors Alpha League Table, ça fait plusieurs années qu'on est dans le top 10, hein. Et puis, 2019, on a eu, pour la première fois, tout simplement, désigné meilleure société de gestion, par, European Funds, pour 2019. Donc on est effectivement, très fiers de cette reconnaissance, hein. Voilà, donc la reconnaissance via la presse, également, on a régulièrement donc des trophées, décernés par différentes publications. Donc c'était le cas en 2019 pour les contrats Bâti Retraite Multicompte et Bâti Retraite 2. Donc pour être très concret, et si on se réfère au rendement donc qui est celui, du livret A ou à l'inflation, de 1,8 qui est estimé pour, 2018. Comme vous le constatez, donc pour le fonds en euros du contrat multicompte, le rendement était de 2,24%. Bon voilà, on est également très fiers de ce rendement. On a des réserves également pour, faire face à une éventuelle remontée des taux, hein, puisqu'une remontée des taux, brutale, ça pourrait avoir des conséquences assez fâcheuses. Donc on a constitué des réserves pour faire face à cette éventualité, ouais. Voilà, donc le point important, c'est la proximité, hein, sujet, d'actualité, comme vous le savez. Donc l'ASM Vie est présente, sur l'ensemble du territoire et avec, une centaine de bureaux, répartis France entière. Et puis donc, proche de chez vous avec, le détail que vous avez à l'écran, hein. Voilà, et puis vous aviez, avant, que je prenne l'antenne entre guillemets, donc l'annonce, donc le groupe, venait de fêter ses 160 ans, donc je vous le confirme, hein. Le groupe SMA a été créé par un groupement d'entrepreneurs parisiens il y a donc fort longtemps, hein, et donc on est fiers d'avoir fêté nos 160 ans. Et puis la SMA Vie, dont je suis salarié, la petite sœur, qui est toute jeune, hein, puisque on va avoir 90 ans dans 3 ans maintenant. Donc voilà, donc on a passé quelques crises et on a une marge de solvabilité qui est parmi ce qui se fait de mieux sur le marché et on fait tout pour la conserver. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez noter, si vous le souhaitez, donc mes coordonnées. Je peux prolonger, si nécessaire, la discussion, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite, surtout de passer une bonne journée.